Le Japon n'est pas et ne sera jamais une nation de second rang, a déclaré Shinzo Abe, le premier ministre japonais de l'époque, à Washington en 2013. Il a dit cela à un moment où les chiffres commençaient déjà à indiquer le contraire. Aujourd'hui, il le montre encore plus clairement. L'effondrement des bulles boursières et immobilières du Japon dans les années 1990 a inauguré une longue ère de stagnation. La part du Japon dans le PIB nominal mondial est passée d'environ 18% en 1995 à seulement 3,7% en 2025. En 2010, la Chine l'a dépassé en tant que première économie d'Asie. L'Allemagne est également passée devant par la suite. Il y a aussi la question de la démographie. La population du Japon ne se contente pas de diminuer, elle vieillit aussi à un rythme alarmant. Aujourd'hui, près de 30% des Japonais ont 65 ans ou plus, ce qui représente la proportion la plus élevée au monde. Et pourtant, l'affirmation d'Abe reste valable, car même si le Japon perdait de son poids économique, le monde autour de lui changeait de manière à rendre ses autres atouts bien plus précieux. La montée en puissance de la Chine, la confrontation autour de Taïwan, la rivalité stratégique entre Washington et Pékin, ainsi que la révolution de l'IA, ont toutes transformé des capacités que le Japon possède depuis des décennies en avantages stratégiques essentiels. L'archipel japonais n'est plus simplement une base arrière logistique pour la présence militaire américaine en Asie, comme c'était largement le cas pendant la guerre froide. Il est devenu central dans toute confrontation potentielle avec la Chine. Dans le même temps, plusieurs industries japonaises peu connues contrôlent désormais des points d'étranglement cruciaux dans la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs. Il n'est donc pas surprenant que Mireya Solis de la Brookings Institution ait décrit le Japon comme, je cite, « l'allié le plus indispensable de l'Amérique ». Tokyo le comprend aussi et essaie maintenant de transformer cette nouvelle importance stratégique en quelque chose de durable. Le Japon développe ses forces armées, reconstruit sa base industrielle de défense et renforce un réseau croissant de partenariats régionaux. Mais il agit sous une forte contrainte de temps, et cette fenêtre d'opportunité pourrait ne pas rester ouverte longtemps. Alors, à quoi ressemble exactement la transformation du Japon ? Et Tokyo peut-il la mener à bien avant que cette fenêtre ne se referme ? Découvrons-le. Le Japon, troisième économie mondiale, contrôle les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, est la clé de la défense de Taïwan et constitue la première chaîne d'îles qui empêche la marine chinoise d'accéder au Pacifique. Un pays qui perd du terrain en termes nominaux, tout en gagnant une valeur stratégique plus rapidement que la plupart des gens ne le réalisent. Avant d'aborder les changements stratégiques qui redéfinissent actuellement la politique japonaise, nous devons d'abord comprendre la stratégie qui a guidé le Japon pendant une grande partie de l'ère d'après-guerre, la doctrine Yoshida, et les fondements sur lesquels elle a été construite. La Seconde Guerre mondiale a pris fin avec la défaite totale du Japon. Le projet impérial, qui s'était étendu depuis la restauration Meiji et qui à son apogée s'étendait de la Birmanie aux îles Salomon, s'est finalement effondré. En août 1945, lorsque des bombes atomiques ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki et que les forces soviétiques ont envahi la Mandchourie, la défaite fut totale. Le Japon passa sous occupation américaine. Les États-Unis ont démilitarisé le pays, dissous l'armée et la marine impériale et imposé une nouvelle constitution pacifiste. Selon l'article 9, le Japon a renoncé à la guerre et à l'usage de la force comme moyen de régler les différends internationaux. Parallèlement, de nombreux membres de l'élite d'avant-guerre ont été écartés de la vie publique. Une réforme agraire a été menée et les zaibatsu, les grands conglomérats industriels japonais, ont commencé à être démantelés. L'objectif était de démanteler les bases institutionnelles du militarisme d'avant-guerre et de créer un système politique qui rendrait son retour beaucoup plus difficile. Mais dès 1947, puis 1948, Washington commençait déjà à changer de cap. Le début de la guerre froide, la victoire des communistes en Chine, puis la guerre de Corée, ont convaincu les décideurs américains que continuer à affaiblir le Japon ne ferait que faciliter l'expansion communiste en Asie.
Les États-Unis, qui avaient désarmé le Japon seulement quelques années plus tôt, ont alors commencé à le pousser à se réarmer. C'est dans ces circonstances qu'un nouvel ensemble de principes a émergé pour guider la politique étrangère et de sécurité du Japon. Ils sont devenus connus sous le nom de Doctrine Yoshida, du nom de Shigeru Yoshida, qui a été Premier ministre pendant la majeure partie de l'occupation américaine. La doctrine reposait sur 3 hypothèses fondamentales. Premièrement, la priorité absolue du Japon devait être la croissance économique. Deuxièmement, la sécurité future du Japon devait reposer sur une alliance étroite avec les États-Unis. Troisièmement, le Japon devait reconstruire progressivement ses propres forces armées, mais limiter leur rôle principalement à la défense des îles principales. Étant donné la rapidité avec laquelle Washington assouplissait sa propre politique envers le Japon, l'approche de Yoshida était en réalité assez modérée. L'exemple le plus clair est apparu lors des négociations de 1951 entre le Premier ministre Yoshida et John Foster Dulles, l'envoyé spécial du président Truman. Les Américains ont proposé de créer une nouvelle armée japonaise d'environ 300 000 soldats. Yoshida a plaidé pour seulement 50 000 soldats. Ce n'était pas parce que Yoshida était pacifiste. Cela reflétait son évaluation des forces et des faiblesses du Japon d'après-guerre. Il pensait qu'un pays dévasté par la guerre ne pouvait pas financer à la fois la reconstruction économique et entretenir de grandes forces armées. La meilleure option était une alliance étroite avec les États-Unis, transférant ainsi une grande partie du fardeau de la défense du Japon à Washington. Cette logique a abouti au traité de sécurité de 1951 qui a permis aux forces américaines de rester au Japon après la fin officielle de l'occupation. Et plus tard, le traité de 1960 qui engageait les États-Unis à défendre le Japon. Il convient de noter que l'article 9 de la Constitution japonaise ne s'est pas contenté de limiter le réarmement du Japon. Il a également servi les intérêts de Yoshida et de ses successeurs. Pendant des décennies, il a offert à Tokyo une couverture politique pour résister à l'idée de prendre des engagements militaires plus larges envers les États-Unis. La doctrine Yoshida s'est révélée remarquablement efficace. L'accès au marché et à la technologie américain, combiné à des dépenses de défense limitées, a permis au Japon de concentrer ses capitaux sur l'industrie et les exportations. En 1968, le Japon était devenu la 3e économie mondiale, derrière seulement les États-Unis et l'Union soviétique. Cette orientation économique ne signifiait pas que le Japon était sans défense. Les forces d'autodéfense japonaises, créées en 1954, recevaient environ 1% du PIB, étant donné la taille considérable de l'économie japonaise. Cela représentait tout de même le plus grand budget de la défense en Asie de l'Est en termes nominaux. Le Japon a construit une marine et une force aérienne modernes, avec des capacités de lutte anti-sous-marine particulièrement avancées. Mais leur mission est restée fondamentalement défensive. Le Japon devait servir de bouclier, protégeant l'archipel et les bases américaines, tandis que les États-Unis fournissaient la lance, la dissuasion nucléaire et la puissance militaire offensive. Cette répartition des tâches convenait aux réalités de la guerre froide. La supériorité navale et aérienne américaine était écrasante, tandis que l'Union soviétique représentait la principale menace pour le Japon. Après 1991, cependant, ces conditions ont commencé à changer. La Chine a connu une croissance rapide, tant sur le plan économique que militaire. La Corée du Nord a élargi son arsenal de missiles et les crises successives dans le détroit de Taïwan ont démontré qu'un conflit majeur pouvait éclater directement à proximité de la chaîne d'îles Nonsei du Japon. Parallèlement, l'écart militaire entre les États-Unis et la Chine a commencé à se réduire. Tokyo ne pouvait plus simplement supposer que Washington serait capable, à lui seul, de préserver un équilibre régional des puissances favorable au Japon. L'ancien modèle du bouclier et de la lance, fondé sur la puissance économique japonaise et la domination militaire américaine, devenait de plus en plus inadapté au nouvel environnement stratégique. Les gouvernements japonais successifs avaient apporté des ajustements à la doctrine Yoshida depuis les années 1990. Mais c'est Shinzo Abe qui a rassemblé ces changements en une stratégie cohérente et leur a donné une forme institutionnelle durable. Shinzo Abe a conclu que le Japon ne pouvait plus rester passif face à la montée des menaces.
Le Japon devrait assumer une plus grande responsabilité dans la défense de son propre territoire, tout en jouant également un rôle plus actif dans la protection de l'ensemble de l'Indo-Pacifique face aux défis croissants posés par la Chine. Shinzo Abe a pris 3 mesures majeures. Il a centralisé la prise de décision en matière de sécurité nationale, élargi le champ de la coopération militaire avec les États-Unis et renforcé un réseau de partenariats au-delà de l'alliance avec les États-Unis. En 2013, le Japon a créé un Conseil de sécurité nationale et adopté sa première stratégie de sécurité nationale. Jusqu'alors, la défense, la politique étrangère et le renseignement étaient fragmentés entre différents ministères. Les nouvelles institutions ont renforcé la position du Premier ministre et ont facilité la mise en œuvre d'une stratégie intégrée couvrant l'armée, la diplomatie, le commerce et la technologie. La prochaine étape majeure est survenue en 2014, avec une réinterprétation de l'article 9. Le gouvernement a conclu que le Japon pouvait exercer le droit, je cite, de légitime défense collective, ce qui signifie qu'il pouvait recourir à la force en réponse à une attaque contre un partenaire proche, si cette attaque menaçait également la survie du Japon. Cela a donné à Tokyo une plus grande flexibilité pour déployer ses forces armées au-delà des frontières du Japon. Abe a également élargi le champ de la diplomatie japonaise. En 2016, Abe a introduit le concept d'un Indo-Pacifique libre et ouvert, reliant la sécurité des routes maritimes à l'investissement dans les infrastructures et à la défense d'un ordre international fondé sur l'état de droit. 1 an plus tard, le Quad, le cadre de consultation réunissant le Japon, les États-Unis, l'Australie et l'Inde, a été relancé. Et lorsque Donald Trump a retiré les États-Unis du partenariat transpacifique, Tokyo a maintenu les autres pays à la table des négociations et a finalement contribué à la création de l'accord global et progressiste pour le partenariat transpacifique, ou CPTPP. Les réformes d'Abe sont restées dans les grandes lignes du système japonais d'après-guerre. Les dépenses de défense sont restées proches de 1% du PIB. L'article 9 est resté dans la Constitution. Et les États-Unis ont continué à fournir la dissuasion nucléaire ainsi que la plupart des capacités militaires offensives. Le changement concernait le rôle que le Japon était censé jouer. Tokyo ne devait plus seulement fournir des bases et défendre ses îles, on attendait aussi du Japon qu'il contribue à façonner l'équilibre des puissances dans la région. Ce n'était donc pas une rupture totale avec la doctrine Yoshida, c'était plutôt une réinterprétation très créative de celle-ci. L'étape suivante est arrivée en 2022 sous le Premier ministre Fumio Kishida. La nouvelle stratégie du Japon a qualifié la Chine de, je cite, « plus grand défi stratégique », a promis une augmentation majeure des dépenses de défense et a appelé au développement de capacités de contre-attaque. Dans le même temps, elle a fixé l'objectif qu'en 2027, le Japon soit capable d'assumer la responsabilité principale de repousser une invasion de son propre territoire. Un concept aide à expliquer la logique derrière ce changement. La ligne d'avantage, un terme utilisé par le spécialiste américain du Japon Michael Green, l'idée elle-même est entrée dans la pensée stratégique japonaise au XIXe siècle grâce à Yamagata Haritomo, alors chef d'état-major de l'armée impériale japonaise. Yamagata distinguait entre la ligne de souveraineté, c'est-à-dire les frontières officielles de l'État, et une ligne d'avantage plus large au-delà de celle-ci, des zones dont le sort affectait directement la sécurité du Japon. À son époque, cela signifiait principalement la Corée. Le concept a ensuite été étendu à la Mandchourie et à la Chine, devenant l'une des justifications intellectuelles de l'expansion du Japon sur le continent asiatique. Le Japon moderne ne ravive évidemment pas le projet impérial de Yamagata. Mais Michael Green interprète les réformes d'Abe comme une tentative d'établir une nouvelle ligne maritime d'avantage, définie par des routes commerciales et des positions stratégiques essentielles à l'équilibre des pouvoirs dans le Pacifique. Pendant la majeure partie de l'ère d'après-guerre, le Japon a laissé la défense de sa ligne extérieure en grande partie aux États-Unis. Aujourd'hui, cependant, Tokyo doit aider Washington à porter ce fardeau, car dans une guerre moderne dans le Pacifique, la frontière entre la ligne de souveraineté et la ligne d'avantage est devenue de plus en plus floue. Nulle part, cela n'est plus évident que dans la logique stratégique de ce qu'on appelle la première chaîne d'îles. La première chaîne d'îles est un arc qui s'étend des principales îles du Japon à travers l'archipel Nansei, Taïwan et les Philippines jusqu'à la péninsule malaise.
À l'ouest de celle-ci se trouvent les mers qui bordent la côte chinoise. À l'est s'étend le vaste Pacifique. Son importance stratégique est évidente. En cas de guerre avec la Chine, la première chaîne d'îles pourrait effectivement limiter l'accès de la marine chinoise au vaste Pacifique. Taïwan se trouve au centre de cette configuration géographique, entre les îles Nansei du Japon et les Philippines. Si la Chine devait s'emparer de Taïwan, elle percerait un trou dans la première chaîne d'îles et modifierait fondamentalement l'équilibre militaire dans le Pacifique. Dans un tel scénario, la marine chinoise pourrait non seulement déborder les Philippines et les positions japonaises dans les îles Nansei, mais aussi rendre beaucoup plus difficile pour les États-Unis de déplacer des forces de Guam vers la première chaîne d'îles. Le Japon n'entretient pas de relations diplomatiques officielles avec Taïwan. Mais l'importance de l'île pour ce système stratégique est immense. Ainsi, en novembre 2025, la première ministre Sanae Takaichi, invoquant le concept d'autodéfense collective, introduit sous Shinzo Abe, a soutenu que le Japon pourrait venir en aide à la défense de Taïwan si une attaque contre l'île était jugée comme menaçant la survie même du Japon. Taïwan, et plus largement, la première chaîne d'îles, représente donc la ligne d'avantage moderne du Japon. Sans contrôle sur l'espace stratégique extérieur, défendre la ligne de souveraineté, c'est-à-dire le propre territoire du Japon, devient beaucoup plus difficile. Et comme nous l'avons vu, la distinction entre les deux devient de plus en plus floue. Rien n'illustre mieux cette interdépendance que les bases militaires américaines au Japon. Ces bases sont essentielles aux opérations américaines en Asie de l'Est. Yokosuka abrite le groupe aéronaval américain prépositionné. La base aérienne de Kadena à Okinawa reste l'une des bases aériennes les plus importantes de la région, tandis qu'Iwakuni et Sasebo complètent le réseau des principales installations navales et aériennes. Sans accès à ces bases, toute confrontation militaire américaine de grande envergure avec la Chine serait extrêmement difficile. Nous l'avons déjà démontré dans notre simulation de guerre en examinant un conflit hypothétique autour de Taïwan. Dans ce scénario, seul l'usage des bases américaines au Japon pour mener des frappes de grande envergure contre la flotte d'invasion chinoise a permis d'empêcher Taïwan de tomber. Mais l'importance de ces bases a une autre conséquence. Dans une guerre contre la Chine, le Japon ne servirait pas simplement de base arrière logistique des États-Unis. Il deviendrait également l'une des premières cibles d'une attaque chinoise. Les jeux de guerre axés sur un conflit à Taïwan suggèrent que Pékin envisagerait probablement des frappes préventives contre les bases militaires américaines au Japon. Du point de vue de la Chine, ce n'est qu'en neutralisant les forces américaines dans la région qu'elle pourrait espérer obtenir la liberté d'action nécessaire pour envahir Taïwan. La même géographie, qui rend le Japon indispensable aux États-Unis, l'expose également à un danger sérieux et rend la neutralité dans une confrontation avec la Chine de plus en plus irréaliste. Cela transforme la posture militaire du Japon. Pendant la guerre froide, une grande partie des forces terrestres lourdes du Japon était concentrée sur Hokkaido, où les planificateurs s'attendaient à une possible attaque soviétique. Aujourd'hui, le centre de gravité se déplace vers le sud-ouest, en direction des îles Nansei, une chaîne de petites îles qui s'étend sur environ 1200 km au sud des principales îles du Japon. C'est un terrain bien plus difficile à défendre que Hokkaido. Cela nécessite des garnisons dispersées sur plusieurs îles, des unités de défense aérienne, des batteries mobiles de missiles anti-navires, ainsi que des communications et des lignes d'approvisionnement fiables reliant ces avant-postes au reste du pays. Le programme de renforcement de la défense du Japon pour les années fiscales 2023 à 2027 alloue environ 43 000 milliards de yens, soit environ 270 milliards de dollars américains, au renforcement des capacités militaires du pays. Le précédent plan quinquennal s'élevait à environ 26 000 milliards de yens, soit 160 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation d'environ 65%. L'objectif est de construire toute une chaîne opérationnelle, détecter et suivre l'ennemi, survivre à la première attaque, maintenir les communications, lancer des contre-attaques, acheminer des fournitures vers les îles avancées et continuer à se battre jusqu'à l'arrivée de forces américaines plus importantes. Le premier élément est le renseignement, la surveillance et la reconnaissance. Le Japon investit dans des constellations de satellites, des drones, des systèmes radars et un partage de données plus approfondi avec les États-Unis.
Ceci est particulièrement important dans l'ensemble de la chaîne des Nansei. Une base radar a été établie sur Yonaguni, tandis qu'Amami-Oshima, Miyako et Ishigaki accueillent désormais des unités équipées de lanceurs de missiles anti-navires mobiles et de systèmes de défense aérienne. Le deuxième élément est la capacité de riposter. Tokyo a commandé environ 400 missiles de croisière américains Tomahawk comme solution provisoire. En même temps, il introduit une version améliorée de son missile Type 12 produit localement. Les estimations publiques évaluent sa portée à environ 1000 km avec des variantes conçues pour être lancées non seulement depuis la Terre, mais aussi depuis des navires et des avions. Le Japon accorde aussi bien plus d'importance au commandement et à la coordination. En 2025, il a créé le commandement des opérations interarmées du Japon, conçu pour diriger les opérations dans toutes les branches des forces d'autodéfense et pour mieux coordonner avec les forces américaines au Japon. Tokyo développe également des centres de communication régionaux, des systèmes de partage de données et des capacités intégrant l'intelligence artificielle. Il vaut la peine d'examiner de plus près comment le Japon dépense réellement l'argent dans son plan de renforcement actuel sur 5 ans. Seulement environ 5 000 milliards de yens, soit environ 30 milliards de dollars américains, ont été alloués aux armes à longue portée, l'élément le plus visible et politiquement marquant du programme. En comparaison, jusqu'à 15 000 milliards de yens, soit environ 90 milliards de dollars américains, sont consacrés à ce que le Japon appelle la soutenabilité et la résilience. En d'autres termes, Tokyo dépense bien plus pour les munitions, le carburant, les pièces de rechange, la maintenance, les installations de stockage et le renforcement de ses bases contre les attaques de missiles balistiques. L'ampleur des faiblesses accumulées est considérable. Encore en 2022, environ 80% des bâtiments des forces d'autodéfense ne disposaient pas d'une protection adéquate face à la menace moderne des missiles. Les pénuries de pièces détachées étaient également suffisamment graves pour que des composants soient retirés des chasseurs F-2 cloués au sol et des avions de patrouille maritime P-1 afin de maintenir d'autres appareils opérationnels. Le programme actuel comprend donc des postes de commandement souterrain, des abris durcis pour avions, des sites de dispersion supplémentaires, des réservoirs de carburant et des dépôts de munitions. L'objectif est simple, disperser les moyens militaires les plus précieux du Japon et veiller à ce qu'ils restent opérationnels même si un adversaire parvient à détruire une partie de l'infrastructure militaire du pays. Le principal défi sera la logistique à travers la chaîne Nansei. Des garnisons sur des îles à des centaines de kilomètres des îles principales pourraient être coupées de leur base. Le Japon constitue donc des stocks de fournitures localement, développe ses propres unités de transport maritime et prépare les ports et aérodromes civils à un usage militaire. Le programme comprend l'acquisition de 10 navires de transport. Le nombre peut sembler modeste, mais l'objectif est de créer une capacité qui existait à peine auparavant, permettant de déplacer régulièrement des troupes, des missiles, du carburant et du matériel entre de petites îles dans des conditions de guerre. Tokyo veut plus de capteurs et de plateformes de frappe sans supporter les coûts de l'agrandissement de sa flotte de navires de guerre et d'aéronefs avec équipage. C'est l'objectif de SHIELD. Un système de drones de combat aériens, de surface et sous-marins financé à hauteur de 100 milliards de yens dans le budget 2026. Un grand nombre de plateformes, relativement peu coûteuses, peuvent surveiller les détroits, frapper des cibles et forcer un adversaire à utiliser des munitions plus coûteuses. SHIELD est également une réponse aux problèmes démographiques croissants du Japon et aux pénuries de personnel qui en résultent au sein des forces d'autodéfense. Ainsi, la montée en puissance militaire du Japon fait face à 2 contraintes majeures, l'industrie et la démographie. Pendant des décennies, le secteur de la défense japonais a produit de petites séries principalement pour le marché intérieur. Les ventes de défense ne représentaient qu'environ 4% du chiffre d'affaires des entreprises actives dans le secteur, tandis que la rentabilité était extrêmement faible. En conséquence, Komatsu s'est retiré de la production de véhicules blindés en 2019, tandis que Sumitomo Heavy Industries a cessé de produire des mitrailleuses en 2021. Cela a, à son tour, accru la dépendance de Tokyo vis-à-vis des armes et composants importés. Le ministère des Finances japonais estime par exemple qu'entre 40 et 60% des pièces utilisées dans les principaux avions militaires produits localement proviennent de l'étranger. En 2023, le Japon n'a pas adopté de législation permettant au gouvernement de soutenir les fabricants nationaux, de sécuriser les chaînes d'approvisionnement et de reprendre les lignes de production menacées de fermeture.
Tokyo assouplit également les restrictions à l'exportation et élargit sa coopération avec les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Italie. Mais il faudra encore du temps pour construire une base industrielle de défense stable. La situation du personnel semble tout aussi difficile. Et ici, un financement supplémentaire ne peut pas résoudre le problème à lui seul. À la fin mars 2026, les forces d'autodéfense comptaient environ 217 000 militaires, pour un effectif autorisé de 247 000, soit un taux de dotation de 88%. Mais ce chiffre global cache de graves pénuries parmi les plus jeunes grades. Le taux de dotation dans la catégorie la plus basse, celle des engagés, n'était que de 61%. Au cours de l'exercice 2025, le Japon a recruté environ 11 000 personnes pour un objectif de 15 000. À moins que la tendance démographique ne s'inverse, le problème ne fera qu'empirer, car le vivier de recrues potentielles continue de diminuer. Les limites de l'autonomie stratégique du Japon sont claires. Même après 5 ans de renforcement, le Japon ne pourra pas contrebalancer à lui seul la puissance chinoise. Tokyo aura toujours besoin des États-Unis, de leur parapluie nucléaire, satellites, capacités de renseignement, soutien logistique et bases industrielles. Et les décideurs japonais le comprennent. Leur stratégie ne consiste donc pas à s'éloigner de l'alliance, mais à donner à Tokyo une position plus forte en son sein. Et c'est là que le problème central de la stratégie du Japon apparaît. Sur le plan militaire, l'intégration avec les États-Unis progresse. Les deux parties effectuent des exercices, planifient ensemble et partagent des renseignements. La nouvelle structure de commandement du Japon vise à obtenir un homologue plus solide auprès des forces américaines, transformant le Japon d'un organisme administratif en une entité avec son propre commandement opérationnel. Cependant, au niveau politique, l'incertitude grandit. L'administration de Donald Trump considère les alliances de manière très transactionnelle, liant le respect des engagements d'alliance au commerce, à l'investissement et à l'achat d'armes américaines. Cela fait des États-Unis un allié moins prévisible et, par conséquent, érode la confiance mutuelle. Tokyo essaie de convaincre Donald Trump de rester engagé dans la défense du Japon et de l'ensemble de l'Indo-Pacifique en avançant son objectif de porter les dépenses liées à la défense, au sens large, à 2% du PIB. Tokyo a également promis un plan d'investissement de 550 milliards de dollars américains aux États-Unis. Mais la stratégie de défense nationale américaine de 2026 a identifié des dépenses combinées de 5% du PIB comme norme souhaitée pour les alliés, soit 3,5% pour la défense et un autre 1,5% pour la sécurité au sens large. Il est donc peu probable que la pression sur le Japon pour qu'il assume une plus grande part du fardeau disparaisse. Il n'y a plus de prix fixe unique pour la garantie de sécurité américaine. Tokyo pourrait même atteindre le seuil de 5% pour se voir imposer une nouvelle exigence par la suite. Le risque le plus réaliste n'est pas l'effondrement formel de l'alliance nippo-américaine, mais que l'approche de plus en plus transactionnelle de Washington puisse l'amener à rechercher un compromis avec la Chine en contournant ses alliés asiatiques. Ou bien que les États-Unis pourraient réagir trop lentement ou trop faiblement à un conflit éclatant en Asie, en particulier autour de Taïwan. Ces préoccupations ne se limitent pas à l'administration Trump, mais s'étendent également à ses successeurs, car les États-Unis ne sont pas formellement obligés de défendre Taïwan. Cela ne veut pas dire que les États-Unis peuvent facilement abandonner le statu quo. Perdre Taïwan briserait la première chaîne deal. Perdre l'accès aux bases japonaises repousserait une part importante des forces américaines vers la deuxième chaîne d'îles, rendant plus difficile le soutien à la Corée du Sud et compliquant les opérations dans tout le Pacifique occidental. Plus le Japon contribue à l'alliance, plus le coût pour Washington de s'en retirer est élevé. Et Tokyo le comprend. Le programme de défense actuel du Japon sur 5 ans doit donc également être considéré comme une tentative d'ancrer plus fermement les États-Unis au Japon. La garantie supplémentaire de Tokyo est ce que Mireya Solis de la Brookings Institution décrit comme une stratégie visant à devenir une puissance en réseau. L'objectif n'est pas de créer une OTAN asiatique ou un bloc régional capable de remplacer les États-Unis. Au contraire, l'idée est de renforcer l'alliance américano-japonaise grâce à une coopération étroite avec d'autres partenaires régionaux qui partagent l'intérêt de préserver la présence américaine en Asie et de faire contrepoids à la Chine. La coopération est la plus avancée avec l'Australie.
Les deux pays mènent des exercices militaires, coopèrent sur des projets industriels de défense, et un accord d'accès réciproque en vigueur depuis 2023 facilite les opérations de leurs forces armées sur le territoire de l'autre. Les Philippines jouent un rôle différent. Ces îles forment la section sud de la première chaîne d'îles et contrôlent l'accès au détroit de Luçon. Le Japon fournit aux Philippines des systèmes radars, renforce sa garde côtière et un accord en vigueur depuis 2025 facilite les exercices conjoints. La Corée du Sud apporte des forces armées hautement compétentes, des systèmes avancés de renseignement et de surveillance, ainsi qu'une position stratégique sur le flanc nord-est de la région. L'Inde étend le réseau dans l'océan Indien, tandis que le Quad offre un cadre pour coordonner la sécurité maritime, les infrastructures et la résilience des chaînes d'approvisionnement. Les partenaires européens fournissent technologie, armes et appui politique à la liberté de navigation. Dans la formulation de Solis, le réseau ne se limite pas à la sphère militaire. Le Japon utilise également le financement des infrastructures, l'aide aux gardes-côtes, les normes technologiques et les accords commerciaux. Le fait de maintenir le CPTPP en vie après le retrait des États-Unis a montré que Tokyo peut préserver les règles régionales même lorsque Washington se met en retrait de son rôle de leader. Différents instruments de ce puissant en réseau servent à des objectifs différents. Les accords militaires améliorent l'accès aux bases. La coopération industrielle accroît la capacité de production, tandis que le commerce et les infrastructures donnent aux partenaires une raison de rester investis dans un ordre favorable au Japon. Ce réseau est avant tout une coalition diplomatique, et nous ne devrions pas nous faire d'illusions sur ce qu'il deviendrait en temps de guerre. Si une guerre éclatait, il ne se transformerait pas automatiquement en une large coalition anti-Chine. Mais ce n'est pas son objectif dans la stratégie de Tokyo. Il est bon de se rappeler que, bien que le Japon ne soit plus la deuxième économie mondiale, il contrôle toujours des points d'étranglement technologiques qui deviennent particulièrement importants dans la révolution émergente de l'IA. Ulrich Eschede, de l'Université de Californie, a décrit ce phénomène comme étant le Japon de l'intérieur. Les marques de consommation japonaises ne sont peut-être plus aussi dominantes qu'autrefois, mais certains secteurs de l'industrie japonaise se sont davantage positionnés au cœur de la chaîne de production. Les entreprises japonaises représentent environ 53% du marché mondial des tranches de silicium, 80% des photorésines et 88% des équipements de revêtement et de développement des photorésines. Remplacer ces produits demande du temps, de l'expertise et une coopération étroite avec les fabricants de puces. Tokyo essaie donc de transformer la position de ces entreprises en un instrument de sécurité économique. La stratégie de sécurité nationale de 2022 appelle explicitement à réduire la dépendance excessive à l'égard de certains pays, tout en construisant, je cite, la supériorité et l'indispensabilité des technologies japonaises. Dans le domaine des semi-conducteurs, cet effort s'articule autour de deux grands projets. L'usine JSM à Kumamoto, détenue majoritairement par TSMC de Taïwan, a commencé la production de masse fin 2024 en utilisant des procédés de 12 et 16 nanomètres, ainsi que de 22 et 28 nanomètres. Ce sont des technologies matures qui restent essentielles pour les secteurs automobiles et industriels. L'investissement étranger a rapidement augmenté l'offre de puces fabriquées au Japon et attiré un réseau plus large de fournisseurs. Un projet bien plus risqué mais potentiellement bien plus prometteur est Rapidus, une entreprise créée grâce à la coopération de 8 sociétés japonaises dont Sony, Toyota, NTT, NEC et Kioxia. En 2025, Rapidus a lancé une ligne pilote pour des puces de 2 nanomètres et a confirmé la production de son premier transistor utilisant cette technologie. La production de masse est prévue pour 2027. Le gouvernement subventionne le projet et détient environ 59% de Rapidus, espérant qu'elle devienne une entreprise de plus dans le portefeuille industriel du Japon, capable de maintenir l'avantage du pays dans des secteurs clés. Malgré ses forces technologiques indéniables, l'économie japonaise n'est pas à l'abri du choc qu'une guerre en Asie provoquerait. En 2025, la Chine représentait 17% des exportations japonaises et 24% des importations. En même temps, le Japon importe près de 90% de l'énergie qu'il consomme, dont une grande partie transite par des routes maritimes en provenance du Moyen-Orient. Une rupture soudaine des échanges avec la Chine ou une perturbation de ces routes maritimes toucherait également durement les entreprises japonaises. Tokyo ne cherche donc pas une rupture totale avec Pékin. Au lieu de cela, elle cherche à réduire les risques, à diversifier les fournisseurs, à constituer des stocks
et à relocaliser une partie de la production au Japon et dans des pays partenaires. Et pourtant, le plus grand problème à long terme du Japon reste la démographie. En 2025, le pays comptait une population de 123,2 millions d'habitants, soit 583 000 de moins que l'année précédente. La population âgée de 15 à 64 ans est tombée à 73,5 millions. Selon la dernière projection officielle, d'ici 2070, ce chiffre tombera à 45 millions, soit environ 38% de moins qu'aujourd'hui. Les mêmes générations en diminution devront fournir les effectifs des forces d'autodéfense, des usines de défense, des usines de semi-conducteurs, du secteur automobile et du reste de l'économie. L'armée est donc en concurrence avec des entreprises pour recruter des travailleurs, lesquels offrent souvent des salaires plus élevés et des conditions de travail moins contraignantes. L'automatisation et les systèmes sans pilote réduiront certains besoins en personnel, mais ils n'élimineront pas la nécessité de techniciens, d'opérateurs et de personnel logistique. Une société vieillissante entraîne simultanément une augmentation des dépenses pour les retraites, les soins de santé et les soins de longue durée. Dans le budget du Japon pour 2026, près de 40 000 milliards de yens, soit environ 250 milliards de dollars américains, ont été alloués à la sécurité sociale, contre environ 9 000 milliards de yens, soit 56 milliards de dollars pour la défense. Le Japon peut gagner du temps par l'automatisation, la robotique, une participation accrue des femmes et des seniors au travail et l'ouverture progressive aux travailleurs étrangers. Mais il n'existe pas de solution miracle. Même si le Japon parvenait à inverser ses tendances démographiques négatives, cela ne se traduirait pas par un plus grand nombre de travailleurs et de recrues militaires avant le milieu des années 2040. En résumé, les réformes du Japon ne sont pas conçues pour atteindre l'autonomie stratégique ni permettre à Tokyo d'agir indépendamment des États-Unis. Leur objectif principal est de renforcer la capacité du Japon à défendre son propre territoire et d'en faire un pilier plus solide de l'alliance avec les États-Unis. Les réformes reflètent donc une évaluation réaliste des forces et des limites propres du Japon. Si elles sont mises en œuvre comme prévu, d'ici la fin de la décennie, le Japon pourrait devenir un élément suffisamment solide du système de dissuasion allié pour remettre en cause l'hypothèse de certains stratèges à Pékin selon laquelle un futur conflit pourrait se solder par une victoire chinoise. C'est une mesure de succès bien plus réaliste que de s'attendre à ce que le Japon mène seul une guerre prolongée contre une puissance disposant d'un budget de défense, d'une population et d'un arsenal nucléaire plus important. Mais un tel système doit encore passer 3 tests. D'abord, la structure de commandement. L'armée de l'air et la logistique du Japon doivent pouvoir fonctionner même si des missiles balistiques chinois frappent les bases japonaises. Cela nécessite une expansion massive des infrastructures et le renforcement des installations existantes. Deuxièmement, les lanceurs de missiles et les systèmes sans pilote doivent recevoir des données de ciblage à jour et fonctionner en parfaite coordination aux côtés des forces américaines. Troisièmement, les décisions politiques sur l'usage de la force doivent être prises assez vite pour permettre aux forces d'autodéfense d'exploiter pleinement leurs capacités dès le premier jour de guerre. La transformation du Japon conduit donc à une interdépendance encore plus profonde avec les États-Unis. La relation restera asymétrique, bien que beaucoup moins unilatérale qu'elle ne l'était sous la doctrine Yoshide. Et c'est probablement là que réside le plus grand risque pour la stratégie du Japon. Tokyo part du principe que les États-Unis resteront engagés à défendre le Pacifique, et que Washington continuera de comprendre l'importance stratégique du Japon, de Taïwan et de l'ensemble de la première chaîne d'îles. C'est une hypothèse tout à fait rationnelle et logique. Le problème, c'est que tous les acteurs de la politique internationale n'agissent pas de manière rationnelle ou logique, et que les intérêts stratégiques ne se traduisent pas automatiquement par des décisions politiques. Abe a déclaré en 2013 que le Japon ne deviendrait pas une nation de second rang. En ce sens, il a réussi. Le Japon est désormais l'allié le plus indispensable des États-Unis. Mais être une nation de premier rang n'est pas la même chose qu'être en sécurité.